Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce studio de l'IH2EF pour une nouvelle émission de votre émission Au Périscope. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée à la santé et au bien-être des personnels. Quelles conditions pour un exercice professionnel serein et équilibré? Nous sommes ensemble pour 1 heure. Vous pouvez réagir aux propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag Au Périscope. Et vous pourrez également, à l'issue de cette émission, la revisionner sur YouTube et sur le site de l'IH2EF. Alors, tension, isolement professionnel, surcharge cognitive, mais aussi soutien, coopération et parfois véritable épanouissement. La santé et le bien-être des personnels sont aujourd'hui au cœur des enjeux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Alors comment permettre aux équipes d'exercer leur métier dans des conditions sereines et équilibrées? Quels leviers pour prévenir la souffrance mais aussi renforcer les ressources, les collectifs et le sens du travail? C'est ce que nous allons explorer ensemble pendant 1 heure avec nos 4 intervenants. Il y en a 2 en plateau aujourd'hui avec moi et 2 à distance. Je vais commencer par vous présenter. Antoinette Delaroche, vous êtes chef du service RH de proximité et référente de la mission académique de l'encadrement à l'Académie de Paris. Merci d'être avec nous. En face de vous, Aziz Gelab, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous apporterez notamment un cadrage institutionnel. Merci d'être avec nous également. Merci aussi. Et puis à distance, nous avons 2 invités aujourd'hui, à commencer par vous, Emmanuel Laborde de Châtillon. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du management et de la santé au travail à l'université de Grenoble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Également à distance, Jean-Pierre Méot, vous êtes IEN dans le second degré en sciences et techniques industrielles dans l'Académie de Bordeaux. Merci de participer à cette émission. Merci. Bien, nous n'aurons que 4 temps forts sur cette émission et on va commencer par un temps institutionnel avec vous, Aziz Gelab. Avec cette première question, pour poser le cadre national des constats et identifier les leviers que vous avez relevés dans l'institution, on a beaucoup parlé ces dernières années de qualité de vie au travail et de bien-être des personnels dans l'éducation. Si on regarde les résultats du baromètre 2023 ou encore de l'enquête internationale Thalys 2024, quel paysage dressez-vous aujourd'hui de la santé au travail des personnels ? Alors, je dois d'abord dire que la question de la santé et de la qualité de vie au travail s'est invitée dans les débats autour du système éducatif et concernant notamment les personnels, et on y reviendra tout le long de l'émission, à la fois les personnels enseignants, mais aussi les autres personnels. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les enquêtes Thalys, dont je dirai un mot après, et puis les enquêtes climat scolaire, par exemple, dans les établissements, s'inscrivent dans un mouvement général qui ne concerne pas que l'éducation nationale. Par exemple, en 2013, il y a eu un accord national interprofessionnel sur l'égalité, notamment au travail, mais aussi la qualité de vie au travail. Ce qui était intéressant, c'était de remarquer que ce rapport, qui est un rapport qui concerne l'ensemble des métiers, secteur privé comme secteur public, insiste sur cette notion de qualité de vie au travail, qui est une notion sans doute encore à définir, parce que quand on voit la définition qui a été proposée, c'est à la fois une approche en termes de qualité de l'environnement professionnel, qualité des relations, performance, mais on a aussi une définition qui est complémentaire, toujours dans le même rapport, qui insiste sur le fait que cette qualité de vie au travail ne peut pas être appréhendée indépendamment des questions d'autonomie, des questions de responsabilité, des questions aussi de développement d'un sens du travail, parce que là aussi c'est une autre interrogation. On voit bien qu'aujourd'hui, le rapport au travail, c'est aussi une question de sens, capacité à agir et capacité aussi à finalement à être en mouvement, parce que évidemment le rapport intergénérationnel au travail a évolué, donc ça c'est un élément intéressant. Et donc l'enquête Thalys, elle arrive aussi, puisque c'est une enquête qui est conduite en général finalement, la dernière c'était en 2024, mais celle d'avant en 2018, et en fait cette enquête qui porte sur 54 pays, donne des informations précieuses pour appréhender aussi la qualité de vie au travail. Ce qui est d'ailleurs un élément qu'on peut remarquer. Par exemple, les enseignants qui constituent le plus grand contingent des personnels, ils ont, et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'on remarque d'ailleurs dans l'enquête Thalys, c'est qu'ils mettent en avant le fait que la santé au travail s'est un peu améliorée. Elle reste d'ailleurs finalement une préoccupation, c'est un peu amélioré. En revanche, la question de la reconnaissance au travail, c'est finalement un peu dégradé. Donc, du coup, il y a une interrogation aussi à avoir, c'est d'où vient ce paradoxe entre finalement une santé au travail qui peut s'améliorer même si elle reste finalement préoccupante. Alors, elle est appréhendée par exemple sous l'angle du stress au travail. Mais d'un autre côté, le fait que la dégradation notamment de la reconnaissance, la dégradation aussi des relations aux usagers, l'image aussi des métiers qui est aussi en mutation, elle vient un peu contrecarrer aussi cette évolution. Et donc je terminerai un peu cette première présentation en disant que la question de la qualité au travail, de vie au travail,
elle est aussi beaucoup plus large qu'une approche qui pourrait être en termes de santé. Parce que la santé, c'est une dimension du rapport au travail, mais ça n'est pas la seule. Ce qui est d'ailleurs un des écueils qu'on peut remarquer, c'est que peut-être le risque d'avoir une approche entre guillemets un peu médicale du rapport au travail, alors qu'il y a des dimensions en termes de collectif, en termes de rapport au travail, en termes de reconnaissance. Et donc je dirais un mot aussi, puisque dans l'éducation nationale, en fait, il y a eu un moment que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans notre institution, c'était le Grenelle de l'éducation, qui a eu lieu en 2020, où j'ai eu l'occasion d'animer notamment un atelier, de co-animer un atelier qui portait sur écoute et proximité. Et j'avais été très frappé par ce sentiment chez une partie des personnels d'être infantilisés, je reprends un peu leur terme, puisque de toute façon on peut le retrouver sur le site, et donc parfois la difficulté à mettre en avant les difficultés professionnelles, pour une raison très simple, et je pense qu'on va y revenir dans l'émission, c'est que la difficulté qu'ont les acteurs à mettre en avant les difficultés professionnelles, elle tient aussi au fait que les métiers sont souvent vécus sur le mode solitaire. Et donc dire qu'on a des difficultés professionnelles peut aussi, finalement, on a toujours une sorte de crainte que ce soit lu par l'environnement, par l'encadrement intermédiaire, comme une forme de difficulté personnelle, alors que ce sont des contextes. Et l'enquête Thalys montre bien, et ça je trouve que c'est important de le souligner dans l'émission, que les conditions de travail, le rapport au métier, finalement les pratiques professionnelles sont aussi très dépendantes du contexte scolaire, d'où l'intérêt aussi d'avoir une approche un peu plus nuancée et pas de façon très générale quand on appréhende effectivement ces questions. Alors justement, vous parlez du Grenelle de l'éducation, il a mis en avant des mesures en faveur des personnels, notamment en matière d'accompagnement, de carrière et de reconnaissance, que vous disiez. Avec le recul aujourd'hui, quels enseignements en tirez-vous sur l'impact des actions sur le bien-être des équipes très concrètement ? Alors, il faut dire que cette notion de bien-être, comme d'ailleurs, c'est assez étrange dans notre institution, comme la question de bienveillance à l'école concernant les élèves, ne fait pas totalement recette. C'est-à-dire qu'on sait qu'historiquement, notre système éducatif s'est construit un peu contre les émotions. Et dès que vous parlez de bien-être au travail, on a toujours ce risque d'interprétation en disant le bien-être au travail, c'est une forme de dévoiement du rapport au travail, puisque le travail, c'est aussi le sérieux, c'est aussi finalement un certain ascétisme pour aller vite. Et donc, la question des émotions, je pense, on pourrait y revenir aussi, parce que c'était quand même un enjeu majeur, est une question qui ne s'est invitée un peu qu'à travers ces rencontres. Et le Grenelle de l'éducation a été un moment extrêmement important. Je pense, alors on pourra revenir après effectivement sur le défi pour notre école, et je crois que c'est aussi un enjeu majeur sur l'attractivité des métiers, mais je me suis aperçu, comme beaucoup des collègues et les différents acteurs qui ont participé à ce Grenelle, c'est que d'abord, il y a un besoin d'écoute des personnels. Un besoin d'écoute qui peut parfois aussi paraître comme un peu compliqué à mettre en œuvre, puisque l'éducation nationale, c'est quand même beaucoup d'acteurs. C'est aussi la question on va dire, des forces en présence. Et donc, depuis, on a mis en place, et Madame pourra aussi d'ailleurs en parler, puisqu'elle est aussi, elle travaille directement sur ces questions-là, mis en place un peu ce qu'on appelait finalement une RH de proximité. RH proximité, ça veut dire être à l'écoute des enseignants, des personnels, et on n'oublie pas les personnels administratifs, très important, parce que effectivement, il ne faut pas que ça cache, évidemment, les enseignants étant le plus grand contingent. Et cette notion d'écoute, elle était importante parce que ce qui avait émergé, c'est le fait que pour être reconnu, puisque c'était un atelier écoute et proximité et reconnaissance, pour être reconnu, il fallait être connu. Et connaître les conditions de travail était un enjeu majeur. Ça a été un moment intéressant pour que les différents acteurs réalisent l'épaisseur des contraintes que peuvent rencontrer les personnels. Par exemple, je peux dire qu'aujourd'hui, l'évolution, et c'est d'ailleurs une chose très positive de l'école inclusive, elle conduit aussi à ce que les professionnels soient réinterrogés dans leurs pratiques. Et donc cette écoute et proximité montrait aussi que depuis ce temps-là, le développement d'une RH proximité est venu aussi pour tenir compte du rapport des enseignants et des personnels à la carrière. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une mutation, on le voit bien, avec la recherche le montre très très bien. C'est-à-dire que les nouvelles générations n'ont plus le même rapport au travail. On veut aussi se réaliser autrement. Et donc, le rapport, si je prends un exemple très concret, quand vous interrogez les professeurs des écoles, 40% d'entre eux vous disent on ne se voit pas exercer le métier durant toute notre vie.
ce qui est différent des anciennes générations. Donc du coup, ce qui va être important, c'est comment est-ce qu'on accompagne les personnels, comment aussi on les accompagne de deux manières, j'ai envie de dire. Il y a à la fois la question de la mobilité, qui peut être une mobilité extra sur d'autres métiers, d'autres fonctions, ou même en dehors de l'éducation nationale, mais aussi un autre point qui me semble extrêmement important, c'est l'accompagnement à la carrière, dans le métier. La question de la formation. Et puisqu'on a commencé par parler de l'enquête Thalys et puis les enquêtes climat scolaire, eh bien ces enquêtes-là montrent qu'il y a de fortes attentes vis-à-vis de la formation initiale et formation continue. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on parle de la qualité de vie au travail, ça n'est pas une sorte de supplément d'âme qui viendrait s'ajouter, c'est quelque chose qui est partie prenante du travail au quotidien. Et ça, il me semble que c'est un point effectivement important à souligner. Pendant la préparation de cette émission, vous m'avez parlé plusieurs fois de réenchantement des métiers de l'éducation. Qu'est-ce que pour vous cela signifie concrètement, au-delà du slogan? Et quel levier vous voyez aujourd'hui, au regard de ce que vous dites, pour redonner du sens, du désir de rester et de prolonger la carrière finalement? Alors cette notion de réenchantement, en fait, elle est partie de deux constats qu'on peut faire. Le premier, c'est effectivement, traditionnellement, les métiers de l'éducation et de l'enseignement sont des métiers qui sont globalement restés attractifs. On ne peut pas dire qu'il y a... On voit bien d'ailleurs aujourd'hui, paradoxalement, même si on a des difficultés de recrutement, il y a une frange effectivement de la population qui souhaiterait devenir, des étudiants devenir enseignants. Il y a aussi des reconversions professionnelles pour devenir enseignant ou personnel d'éducation ou personnel de direction. Donc le tableau est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut en dire. Bon. Donc ça, c'est un constat quand même qui montre que ça a conservé. Mais en même temps, il y a un enjeu qui est celui de l'attractivité au sens des signaux qu'on va envoyer aux nouvelles générations pour pouvoir se maintenir et donc être attractif et se dire finalement c'est un métier qui a aussi, on va dire, une dimension d'enchantement. Alors, le terme d'enchantement, de réenchantement des métiers, c'est parti d'abord d'une idée de base à laquelle on est très attaché, c'est de dire que ce sont des métiers, on ne s'improvise pas, enseignants ou personnel de direction ou personnel d'éducation, ce sont des métiers qui exigent des compétences et des savoirs et savoir-faire. Donc, ce sont des métiers qui ont des spécificités particulières. Alors c'est vrai que ce sont des métiers de la relation, comme on dit toujours, mais ce sont aussi des métiers qui visent des finalités éducatives par rapport à un projet de société. Je ne vais pas parler de grand récit, mais c'est quand même cette dimension-là. Et donc le réenchantement, c'est un terme qu'on utilise, alors que je dis qu'on utilise puisqu'on a travaillé avec mon collègue Christophe Marcelier, on a coordonné un livre qui est paru cette année sur finalement l'école au défi du bien-être de ses personnels, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a de belles réalisations qui existent. Et souvent on ne parle que de ce qui ne marche pas, mais parlons aussi de ce qui marche. Réenchantant au sens où réinscrivant ces métiers dans quelque chose qui donne du sens, qui s'inscrit aussi dans un projet de société, mais aussi dans un projet qui vise à élever les élèves. Et je crois que les défis sont très nombreux, on le voit bien. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet parmi d'autres, et qui montre à l'évidence que c'est un enjeu majeur. Et donc, je reprends un peu cette notion d'un sociologue à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était Max Weber, qui avait utilisé cette notion de désenchantement du monde pour dire le rapport magique au monde, finalement, il a décliné avec l'essor de la science, et donc le réutiliser pour dire que ce sont des métiers qu'il faut valoriser. Et valoriser, il y a bien sûr des enjeux financiers importants, parce qu'on le voit bien qu'il y a aussi cette question de la reconnaissance financière, mais pas seulement, parce qu'on voit bien que dans d'autres pays à économie comparable, même quand des enseignants ou les personnels ont une meilleure rémunération, ils ont aussi des difficultés d'attractivité, parce qu'il y a un enjeu de reconnaissance. Et je terminerai en disant que cette question de la reconnaissance, elle passe aussi par la valorisation et la mise en valeur des expériences inspirantes. Je suis d'ailleurs j'ai toujours été assez étonné par finalement un excès de modestie des acteurs de l'éducation qui font des choses extrêmement intéressantes à l'échelle des écoles, des établissements, mais qui n'osent pas en parler parce que, disent-ils, quand on les interroge, on ne veut pas être des exemples, on ne veut pas montrer aux autres, parce qu'au nom de quoi? Alors que c'est intéressant de parler aussi de ce que nous faisons. Et on sait que c'est aussi une dimension de la reconnaissance, d'où cette notion de réenchantement qu'on a utilisée. Une dernière question, Aziz Gelab. Si vous deviez citer un risque principal et une ressource majeure, de manière très succincte, pour la santé des personnels aujourd'hui, ce serait lesquels pour vous? Alors, il y a
plusieurs risques possibles. Le risque majeur, si je puis dire, mais si on a à choisir, c'est le décalage qui existe entre le travail réel et le travail prescrit. C'est-à-dire qu'on sait qu'une des difficultés majeures, c'est-à-dire pour l'enseignant, c'est vrai que je parle beaucoup de nos enseignants, mais je pourrais parler aussi d'autres personnels. Je pense par exemple les personnels administratifs dans certains secteurs, certains contextes, ils sont parfois dans une sorte d'incapacité à atteindre les objectifs parce que la surcharge de travail est importante, parce que parfois il y a aussi une difficulté à donner du sens. Je pense que c'est un enjeu important et ça me permet simplement de dire qu'un des rôles de l'encadrement intermédiaire aujourd'hui, c'est aussi d'être des porteurs de sens pour accompagner, et notamment quand il s'agit des réformes. Et donc, le risque, c'est cet écart entre le travail prescrit par l'institution et le travail réel, qui peut mettre les individus devant ce que certains chercheurs appellent le travail empêché, et qui conduit aussi à un sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc ça, c'est un risque, je pense, important, d'où la nécessité, et on pourra y revenir durant l'émission, de valoriser le travail collectif, mais réellement collectif. C'est-à-dire qui repense aussi la gouvernance, qui repense aussi les cadres qui permettent de donner aux individus, aux agents, un pouvoir d'agir. On est assez, quand même, pour vous donner une petite anecdote qui était quand même assez parlante, l'animation du Grenelle de l'éducation, notamment ce groupe de travail, elle était faite par des inspecteurs généraux et des personnes issues de la société civile. Moi, j'ai eu la chance et le privilège de co-animer l'atelier avec Daniel Pénac. Et Daniel Pénac a dit une chose que j'ai trouvé extrêmement juste, c'est de dire, finalement, par rapport à mon expérience de prof de lettres à l'origine, je m'aperçois qu'il y a une certaine peur qui fonctionne dans notre institution. Les élèves ont peur d'échouer, les parents ont peur que leur enfant échoue, et les enseignants aussi. Et donc cette crainte de l'échec, qu'on retrouve chez les élèves, parce qu'on a aussi des élèves en France qui manquent un peu de confiance, qui préfèrent ne pas répondre à des questions plutôt que de répondre et en faisant des erreurs, on la retrouve un peu étrangement chez les adultes. Donc autoriser aussi la possibilité de prendre des risques, de faire aussi des erreurs, parce qu'on est aussi dans des métiers très complexes. Et donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faudra promouvoir, peut-être en contrepartie de ces risques, donner aux individus la capacité aussi à prendre des initiatives. Et on est dans des métiers qui exigent aussi cette posture professionnelle. Donc, ce que l'on dit sur la question, me semble-t-il, de l'accompagnement et de la gestion des ressources humaines ne peut pas être appréhendé indépendamment, d'une part, des conditions de travail et d'autre part, des modalités de gouvernance. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de travaux et de recherches, je pense que le collègue en parlera, dans les travaux de sociologie des organisations, qui montrent aussi que le collectif ne s'improvise pas et qu'il faut aussi donner aux acteurs la possibilité de co-construire des réponses. Merci Aziz Djellab pour ce cadre institutionnel. On va maintenant prendre un peu de hauteur conceptuelle avec un modèle scientifique du bien-être du travail. Je vais me tourner pour cela vers Emmanuel Laborde-Châtillon que je vois à travers l'écran. Monsieur Laborde-Châtillon, vous dirigez une chaire management et santé au travail à l'Université de Grenoble. Alors pour nos spectateurs qui sont souvent cadres dans l'éducation, comment vous définiriez en quelques repères simples ce qu'est la santé au travail? Vous allez notamment nous présenter un modèle structurant du bien-être au travail sur lequel vous avez travaillé. Oui, peut-être préciser certaines choses, c'est-à-dire que, en fait, on oppose souvent bien-être et mal-être au travail. Et c'est souvent le mal-être au travail qui a structuré notre compréhension du sujet. Effectivement, on a beaucoup parlé de stress, d'épuisement professionnel, de violence au travail, interne, externe, etc. Donc, ça, c'est ce qui a structuré en premier lieu notre manière de penser la santé au travail. Et puis, il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de risque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en matière de santé au travail, on vient d'une période où on s'intéressait plutôt à la sécurité du travail. Et il y a 25 ans, on a basculé un peu sur les problématiques de santé au travail en gardant cette notion de risque. Et c'est devenu ce qu'on a appelé les risques psychosociaux. Et ça s'oppose, ce mal-être au travail, eh bien, il s'oppose à des formes de bien-être au travail, mais qui sont assez peu définies dans un contexte de travail. Donc, c'est pour ça que nous, on a essayé d'y réfléchir en faisant des enquêtes et en structurant un modèle pour déterminer quelles sont les conditions du bien-être au travail, parce que nous, c'est ce qui nous paraît important pour pouvoir agir sur cette question-là de la santé au travail.
Alors globalement, le modèle qu'on défend, c'est un modèle avec 4 composantes. La première composante, c'est un élément que vous avez largement évoqué, qui est la question du sens. Et en fait, pour être bien dans mon travail, j'ai besoin que d'être utile. J'ai besoin que mon travail fasse sens, même si j'aime pas tellement cette expression de faire sens. Et vous voyez bien qu'en la matière, les pratiques qui ont été développées sont des pratiques qui sont souvent un petit peu problématiques. C'est par exemple l'idée de penser que le sens va être uniquement descendant et que les autorités qui gouvernent nos organisations sont capables de distribuer le sens à l'ensemble des acteurs. Cette illusion hiérarchique, elle est très importante parce qu'en fait, tous les travaux montrent que le sens est avant tout une question qui monte du terrain, c'est-à-dire qui part de l'activité, de sa réussite. Et vous voyez bien qu'en ce qui concerne nos institutions, c'est finalement le sens que trouvent la plupart des acteurs, c'est celui qu'ils construisent dans la salle de classe, pour prendre le métier de base de nos institutions, ou dans les services administratifs pour ce qui concerne le personnel administratif. Donc ça, c'est très important à propos du sens, de comprendre que ce qui compte, c'est avant tout ce qu'on appelle le petit sens, celui que les acteurs construisent au fur et à mesure. Et c'est là où on voit que les menaces sur le fonctionnement de nos établissements pèsent sur la santé au travail des acteurs. Et vous voyez, ça nous amène à une deuxième chose en matière de sens, qui est de dire qu'il y a un problème dans nos institutions aujourd'hui, c'est la question du contrat psychologique qui a été noué entre les acteurs et leur employeur, que sont les institutions. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs sont rentrés avec une mission dans la tête, avec une vision des contreparties que ça a exposé. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, pour beaucoup d'entre eux, que finalement l'équilibre de cette relation n'est plus là. Et c'est ça qui peut amener effectivement des pertes de sens importantes. Donc première dimension, le sens. Deuxième dimension, la question du lien. Ça a été évoqué par monsieur précédemment, mais vous voyez bien que cette question, elle est centrale dans tous les modèles de santé au travail, de dire finalement, on a une ressource majeure qui est la ressource des collectifs. Et toute la question qui va se poser, c'est qu'on voit bien que notre société, globalement, pousse vers de l'individualisme, pousse vers des formes d'égoïsme, pousse vers des comportements de free-rider dans nos organisations, et on voit bien que notre institution elle-même promeut ce genre de choses par des dispositifs, par exemple, d'évaluation individuelle. Et on voit bien que quand vous parliez des peurs juste précédemment, l'évaluation fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle est rare, parce qu'elle va jouer fortement sur les carrières des individus, et à tous les niveaux, elle fait peur. Mais cette peur que vous avez exprimée, je me permets d'ouvrir une parenthèse là-dessus, elle est aussi due à un élément quand même très important, c'est qu'on est dans une institution qui est extrêmement soumise à ces différentes autorités. Et donc la peur, c'est aussi la peur d'une hiérarchie, du bon comportement qui va me permettre de réussir dans le système. Et je dois dire que ça, pour moi, c'est une des surprises de l'année que je viens de passer avec le groupe des auditeurs de l'IH2EF, que de constater que le nombre d'acteurs qui ont peur, du recteur à l'instituteur dans sa salle de classe, est extrêmement important, alors même que finalement leur statut est censé les protéger de cela. Mais on voit bien que la contrainte du bon comportement qui va me permettre de réussir dans le système est généralement celui d'un comportement soumis vis-à-vis des différentes autorités qui s'expriment. Et donc ça joue contre les collectifs de travail. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc, première dimension, le sens. Deuxième dimension, le lien. La troisième dimension, c'est ce que nous, on appelle l'activité. C'est-à-dire que, comme l'a exprimé monsieur, il y a une dimension très importante, c'est que j'ai besoin d'agir sur mon travail et j'ai besoin de faire du bon travail. C'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir, finalement, développer mon activité en toute autonomie, en autonomie équilibrée, bien entendu. J'ai besoin de mobiliser mes compétences à l'intérieur de cette activité. J'ai besoin d'y trouver aussi mon compte en termes d'affiliation. On voit bien que ça, c'est des dimensions qui sont très importantes pour la motivation des acteurs. Et en fait, les conditions du bien-être sont aussi des conditions de motivation des acteurs, et c'est là où il faut réussir à le penser complètement. Donc, troisième dimension, l'activité. Et puis, dernière dimension, c'est la question du confort. Et vous voyez bien que le confort, il parle des conditions matérielles de l'exercice de nos métiers. Et dans les établissements et dans les métiers qui nous intéressent, on voit bien que les acteurs sont souvent perçus comme privilégiés par le reste de la société.
privilégiés par leur forme d'emploi, par la longueur des vacances, que sais-je, les libertés qu'ils peuvent avoir ou les horaires de travail. Et que ça amène aussi des éléments importants de contestation de l'exercice de ces métiers qui conduisent ceux-ci à devoir se justifier socialement sur leurs conditions de travail et sur leurs conditions d'exercice de leur travail. Et là se pose une véritable question, c'est-à-dire comment finalement on peut continuer à avoir des modes de fonctionnement sur ces différents niveaux qui peuvent permettre aux acteurs de trouver des formes de leur bien-être. Alors, je vous proposerai volontiers, moi, quelques propositions, parce que je pense que c'est ça qui est aussi important en la matière. Et mes propositions, elles sont à 2 niveaux, si vous voulez, un niveau individuel. Au niveau individuel, face aux difficultés que peuvent avoir les acteurs dans nos institutions, ben pour moi, vous voyez bien que ça va se décomposer sur les différents temps du modèle. Et on voit bien que le sens, eh bien, il faut le chercher et le trouver au plus près de son activité quotidienne. Ça, c'est pour moi une dimension très importante. On pense souvent qu'on va pouvoir bénéficier d'éléments généraux. Non, le sens, malheureusement, il est essentiellement à construire par les acteurs eux-mêmes. Ils ne peuvent pas attendre des autres qui leur proposent un sens. La deuxième chose, c'est, et moi ce qui m'a toujours inquiété quant au fonctionnement de nos institutions, c'est la faiblesse des collectifs. Il est évident que malheureusement, moi j'ai l'impression quelquefois quand je vais dans des établissements, et c'est presque pire, je vais dire à l'université, hein, mais qu'on a affaire à des travailleurs individuels qui se réunissent en un lieu à un moment donné pour accomplir un certain nombre de tâches. Et ça, clairement, ça s'oppose à l'idée de collectif de travail. C'est-à-dire que les intérêts individuels deviennent plus importants dans bien des cas que les intérêts collectifs des institutions. Et là, il y a un vrai travail à faire pour essayer de tenter de participer et de faire vivre des collectifs sur nos lieux de travail qui nous permettent justement d'avoir les ressources nécessaires qui vont nous permettre d'affronter les difficultés potentielles. Le troisième point important pour moi, c'est, je trouve que pour les individus, il y a un élément important, c'est est-ce qu'ils sont en capacité de mobiliser pleinement leurs compétences dans leur activité. Et c'est souvent un message que je renvoie aux collègues en difficulté que je peux rencontrer, qui s'adressent à moi sur les questions de santé au travail. Quand on analyse leur travail, c'est qu'il y a une forme de lassitude qui s'est opérée et finalement un éloignement de la mobilisation de leurs compétences dans l'exercice de leur travail. Et pourtant, c'est une population qui en a extrêmement besoin parce qu'elle s'est construite là-dessus. Et ça, je pense que ça pose un problème identitaire qui est très important. Et il faut réconcilier les individus avec leurs compétences et avec ce qu'ils sont capables de faire au niveau du travail. Et puis, dernier point au niveau individuel que je mobiliserai, c'est l'aspect défensif des conditions de travail. Je trouve, moi, qu'on doit avoir une défense très précise de nos conditions de travail en tant qu'enseignants. Et on voit bien que ça se passe à différents niveaux. Ça se passe au niveau de est-ce que les espaces de travail sont convenables? Est-ce que l'ambiance de travail fonctionne bien? Mais ça, c'est un travail de tous les jours que de les défendre précisément et de les défendre constamment parce que les dérives se réalisent très rapidement. Et puis au niveau collectif, pour moi, et managérial, je dirais, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de dire que finalement, on est dans une organisation qui est très hiérarchisée et moi, j'admire même ceux qui tentent de diffuser des réformes dans le système tel qu'il est et qui se heurtent à un ensemble de contraintes. Bon, dans cet univers hiérarchisé, on a envie de tout casser. Quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on a envie de dire mais pourquoi il n'y a pas plus de management participatif? Pourquoi il n'y a pas plus de sollicitation des acteurs? Pourquoi on ne pense pas à une organisation qui est capable de remonter des innovations d'une manière un peu précise? Bon, voilà, je crois que ça, moi, je l'ai largement vécu l'année dernière et j'avoue que j'en ai été un petit peu effrayé. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est de penser la participation avant l'efficacité. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme on ne veut pas consacrer de temps, on va tout de suite à l'efficacité et on oublie de faire participer les acteurs. Et ça me paraît être une dimension très importante. Et puis, troisième point, qui est pour moi essentiel, c'est la question de est-ce qu'on est capable de faire vivre des espaces collectifs dans nos organisations? Et notamment, est-ce qu'on est capable de faire vivre des espaces de discussion sur le travail qui sont pour moi des vecteurs très importants de facilitation du bien-être des acteurs. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire sur ces éléments-là.
Merci Emmanuel Laborde de Châtillon. Alors avant de donner la parole à Antoinette Delaroche, peut-être une question. Vous avez donné 4 composantes, donc le sens, le lien, l'activité, le confort, autour desquels on peut définir ce modèle structurant du bien-être au travail. Pour les personnes qui sont derrière leur écran, qu'est-ce que vous pouvez donner éventuellement comme signaux, comme marqueur d'un collectif en bonne santé? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, mon collectif va bien, qu'est-ce qui permet de juger qu'un collectif est en bonne santé? Alors, il y a des éléments très, très simples, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent échanger sur le travail? Pour moi, c'est ça la vraie question. C'est-à-dire est-ce qu'on peut dépasser le bonjour, bonsoir, le commentaire sur tel élément pour rentrer sur la question du travail ensemble? Pour moi, c'est la vraie condition du bien-être au travail et du fonctionnement d'un collectif. C'est est-ce qu'il est capable de débattre sereinement de l'exercice de son activité? Donc moi, par exemple, j'ai une proposition pour le système éducatif qui est de dire arrêtons d'évaluer individuellement. Arrêtons d'évaluer individuellement. Est-ce qu'on ne pourrait pas évaluer finalement tous les profs, par exemple, d'anglais, de maths, d'un même niveau ou d'une même partie de l'organisation, plutôt que d'avoir des évaluations individuelles? Je pense que ça amènerait une forme de dialogue intercollègue sur le travail qui serait très utile pour la santé de chacun et à mon avis aussi pour la performance globale du système, plutôt que d'évaluer des séances exemplaires que l'individu a préparées et qui va jouer une espèce de pièce de théâtre pendant son évaluation qu'il va avoir tous les 4 ans ou 5 ans, ou que sais-je encore, ou 7. Ça me paraît absolument fondamental que de repenser l'évaluation qui est, à mon avis, je vais être gentil, mais qui est lamentable. Voilà. Enfin, j'en pense pire que ça, en fait. Et à contrario, si ce dialogue est rompu, si ce collectif n'arrive pas à communiquer, vous recommandez justement de se poser peut-être et de travailler ces 4 composantes individuellement? Oui, alors, je pense que c'est pas naturel. C'est pas naturel de parler du travail. Voilà, ça c'est une chose qui est très importante. Et il faut trouver des dispositifs. C'est pour ça que l'encadrement doit être formé à cela. Ça, c'est une composante importante. Je sais que l'IH2EF fait des efforts en la matière. Ça me semble indispensable. C'est-à-dire de dire, voilà, il faut construire des dispositifs de management des équipes fondés sur la construction d'espaces de discussion du travail dans les établissements. C'est pour moi une priorité essentielle à nos fonctionnements. Mais malheureusement, nos institutions sont un peu happées par la performance quotidienne au, au détriment d'actions qui, elles, verraient plus le long terme et la capacité à structurer des équipes et à construire des équipes dans nos établissements. Donc pour moi, c'est un travail managérial compliqué parce que je l'ai expliqué, les perdires, voilà, sont confrontés à bien souvent des acteurs qui sont en fait des travailleurs indépendants et qui finalement ne voient pas tellement l'intérêt de se consacrer à des éléments collectifs pour certains d'entre eux, pas systématiquement, mais malheureusement pour certains d'entre eux, qui ne voient pas l'intérêt de consacrer du temps, de l'énergie à la composante collective de leur activité. Voilà. Alors c'est justement à ces dispositifs concrets d'accompagnement qu'on va s'intéresser à présent avec Antoinette Delaroche. Merci beaucoup Emmanuel Laborde de Châtillon pour ces propos, votre présentation sur ce modèle du bien-être au travail. Alors justement Antoinette Delaroche, je rappelle que vous êtes chef du service RH de proximité et référente de la mission académique de l'encadrement à l'Académie de Paris. Le but de notre échange va être donc de montrer comment votre académie structure une politique d'accompagnement et de formation dans la continuité de ce que vient de nous dire Emmanuel Laborde de Châtillon. Concrètement, quels sont les besoins aujourd'hui que vous voyez remonter le plus souvent de la part de vos cadres et de vos personnels en matière de santé et de bien-être au travail? Alors, donc l'Académie de Paris, 35 000 personnes. Donc, c'est pour vous donner un peu avec qui nous travaillons. Et je dis bien avec qui parce que la RH de proximité qui a été impulsée par le Grenelle de l'éducation, c'est bien cette volonté de faire avec. Et c'est quelque chose qui nous occupe quotidiennement et qui nous préoccupe. L'idée de la RH de proximité, c'est d'apporter un lien qualitatif avec nos personnels, qui soient enseignants. Pour la majorité, c'est vrai, mais c'est la filière métier qui est comme ça. Pour nos personnels administratifs, puisque eux, ils sont à l'articulation entre l'établissement, le service académique et puis l'élève, la famille qui vient déposer son enfant à l'école le matin. Et puis les personnels de direction.
Donc la RH de proximité, pour ce qui concerne l'Académie de Paris, c'est une équipe de 8 personnes avec 7 conseillères. Et puis j'en assure la coordination et la direction dans le but de permettre à chaque personne, et je rejoins ce que disait M. Gélab sur le besoin d'écoute. La RH de proximité, en fait, c'est tout simple, si on peut dire, et en même temps c'est énorme, puisque c'est de pouvoir se mettre à disposition à la demande de tous les personnels qui peuvent nous saisir, conseillères et conseillers RH de proximité, pour avoir un entretien, pour avoir un échange, pour avoir une écoute, pour être connus et reconnus, comme vous l'avez dit, dans un cadre confidentiel et dans un cadre qui soit hors hiérarchie, hors établissement, parce que parfois c'est important d'aller déposer, et je rejoins monsieur Abord de Châtillon, d'aller déposer ce qui fait son travail quotidien, et en quoi ce travail quotidien, il est à la fois exaltant, à la fois satisfaisant, parce que pour la majeure partie de nos personnels, les enseignants notamment et les personnels administratifs sont heureux de contribuer, mais cette contribution, elle peut être pesante et elle peut être source de difficultés, et c'est le but de la RH de proximité. Pour ma part aussi, j'assure un suivi particulier au bénéfice des personnels d'encadrement, puisque nous avons dans l'Académie de Paris environ 500 PERDIR, personnels de direction, mais il ne faut pas oublier aussi les quasiment 700 ou 800 directrices et directeurs d'école qui assurent non seulement un management fonctionnel, mais qui contribuent à faire vivre la scolarité des élèves du premier degré, et puis les cadres administratifs qui sont aussi managers d'équipe et qui ont un rôle aussi pour faire vivre ces services de gestion qui, je vous rappelle, sont en appui au quotidien avec les personnels de direction notamment. Et puis, nous avons dans l'Académie de Paris aussi un vivier de potentiel, c'est-à-dire des cadres de catégorie A qui souhaitent exercer des missions de plus grande responsabilité et que nous allons accompagner sur un parcours pour le coup long. Et on va s'autoriser, on va s'octroyer un temps de travail personnel sur le développement des compétences. Alors justement, sur ce plan de développement des compétences, vous avez développé une offre de formation et d'accompagnement qui va au-delà des simples aspects techniques du métier. Vous travaillez notamment sur les compétences psychosociales, la communication, la gestion des crises, le coaching interne et le co-développement. En quoi ces dispositifs ils changent la manière pour les encadrants de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs équipes? Est-ce que c'est vraiment différent de ce qu'ils connaissaient avant? Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir offrir à nos personnels d'encadrement, qu'ils soient encore une fois dans les services administratifs ou en établissement, mais c'est pouvoir leur offrir des moyens d'agir et des moyens de développer leur parcours professionnel, leurs compétences et de s'ouvrir à une meilleure prise en compte de leur santé au travail, mais santé physique, santé mentale de leur personnel. Pour cela, nous, on a souhaité à la fois articuler le niveau individuel, on l'a vu comme c'est important, de pouvoir offrir un espace de réflexion, de questionnement sur le sens que l'on a à la direction de l'établissement, mais aussi de réflexion sur son parcours, sur ses compétences à mobiliser. Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, quand on veut faire participer, quand on veut souffler la flamme du collectif, il faut s'en donner les moyens, il faut se former. Et encore une fois, on a la chance d'avoir des personnels de direction qui sont à la fois d'une expérience, avec des années de direction à assurés au quotidien dans différents types d'établissements extrêmement variés, même si on a un territoire tout petit, entre guillemets, au niveau territorial à Paris, on a des personnels de direction qui sont issus de très belles carrières, qui ont exercé dans plusieurs contextes. Et de cette richesse, on va pouvoir partager avec eux un accompagnement de leurs compétences professionnelles, compétences psychosociales, parce qu'encore une fois, on le fait très bien aujourd'hui pour nos élèves, mais pensons à nous, et je dis aux chefs d'établissement, pensez à vous. Encore une fois, il est important que vous puissiez bénéficier d'un espace de questionnement, de parole. Ça s'appelle le coaching individuel, le coaching d'équipe. Mais ça peut être aussi des ateliers de co-développement où là, les pairs, donc PERDIR, personnels de direction, vont se retrouver pour pouvoir échanger sur leurs pratiques et travailler à des leviers, à des impulsions, à le faire mieux, à le faire ensemble, travailler pour trouver des solutions qui parfois relèvent de l'urgence, mais aussi parfois sur le moyen terme, pour faire qu'effectivement le collectif d'enseignants dans un établissement puisse porter le sens de la scolarité, de mener un élève, une classe, un établissement
à une scolarité heureuse, à une scolarité qui soit efficiente pour tout le monde. Ça passe par les chefs d'établissement. Et nous avons travaillé de façon extrêmement étroite à analyser les besoins, c'est-à-dire à interroger les pères en leur disant « mais finalement, que voulez-vous de nous ? Comment on pourrait vous apporter des solutions, des moyens de formation ?» Et nous le faisons avec le AFC, l'École académique de la formation continue, qui, je vous rappelle, a changé de nom, mais elle a tout simplement changé de paradigme. L'idée, c'était de renouveler le plan encadrement, et on a effectivement un plan de formation encadrement qui va aller de la gestion de crise, mais surtout sur la mobilisation, comment faire du participatif, comment, encore une fois, considérer celui qui travaille avec nous pour l'intégrer dans un projet qui va aller plus loin que la classe stricto sensu. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, mais vous intervenez aussi sur des situations humaines complexes, parfois de grandes souffrances au travail. Alors on ne va pas entrer dans des cas individuels, mais quels enseignements vous tirez de ces situations ? Qu'est-ce qui fragilise le plus les personnels et qu'est-ce qui peut au contraire les aider à se remettre dans le mouvement, si je puis dire ? Effectivement. Alors la difficulté, et c'est vrai que nous rencontrons et nous apportons de l'aide et du soutien, je tiens à ces deux mots parce que c'est très important, sur des situations parfois qui sont des situations personnelles, qui sont des situations d'accident de la vie, de parcours brisés, avec lesquels il va falloir travailler ensemble pour trouver des moyens d'agir et permettre à l'individu comme au collectif, ça va de soi, de repartir et de pouvoir continuer à travailler. Aujourd'hui, on a une population enseignante, mais aussi une population de personnel de direction pour qui les carrières s'allongent. On a, comme à chacun, une santé physique qui peut, à un moment donné, tirer la sonnette d'alarme. Nous allons permettre et déployer des dispositifs d'accompagnement. Après, ça peut être aussi des fragilités en ce qui concerne la santé mentale. Aujourd'hui, une personne sur 4 est amenée à souffrir de troubles de la santé mentale. Nous sommes dans l'obligation et nous avons à cœur de travailler avec nos experts dans les services académiques et dans nos partenaires pour pouvoir essayer de répondre et de permettre à des personnes de continuer, de reprendre et de réintégrer le collectif, que ce soit face élève ou que ce soit dans l'équipe de direction quand on est perdien. Et puis après, il y a des situations de fragilité qui viennent aussi de l'organisationnel, c'est-à-dire ça peut être tout simplement une restructuration d'établissement, une fermeture d'établissement. Ce sont des événements majeurs pour des personnels de direction et nous sommes là pour faciliter l'accompagnement au changement, permettre aux personnels de direction d'incarner, de porter le changement pour en faire un sursaut, un rebond et pour permettre après d'ouvrir d'autres portes. Donc ça, c'est très important pour nous que ce soit des situations, certes, extrêmement fragilisantes et parfois extrêmement traumatiques, mais de pouvoir construire après et permettre l'inscription dans un devenir et dans un futur. Parce qu'on est, vous le savez, comme nos spectateurs, nous sommes toujours en train de préparer. On prépare la rentrée, on prépare la fin de l'année, voilà. Donc ça, c'est important aussi pour nous d'agir sur les deux temporalités. Et un personnel de direction, c'est quelqu'un qui fait maintenant, qui pense à après-demain, mais il faut qu'il pense à lui. Parce qu'un personnel de direction, c'est comme dans un avion, si vous avez la dépressurisation, le masque tombe, mais n'oubliez pas la petite phrase, mettez votre masque d'abord. Et on a quand même parfois des personnels de direction qui pensent davantage à leurs équipes, mais c'est important aussi que le pilote dans l'avion ait son masque quand il le faut. Et alors très concrètement, si un cadre qui nous regarde actuellement se sent isolé ou dépassé, vers qui il se tourne ? Parce que c'est toujours la question, c'est à qui je m'adresse en premier lieu. Absolument. Alors déjà, il faut prendre au sérieux les signes d'isolement ou de surcharge, qu'elles soient cognitives, de charge mentale, etc. Prendre au sérieux ces signaux. S'adresser à un père. Un personnel de direction, un mentor, quelqu'un qui a été à un moment donné dans un parcours antérieur ou dans un contexte ou dans un autre établissement, quelqu'un avec lequel vous avez pu travailler ensemble, le solliciter. Et puis, se tourner vers les services académiques. La RH de proximité, c'est un service qui est extérieur à l'établissement. C'est aussi une bouée de sauvetage, c'est un nouveau souffle, puisque nous travaillons avec la personne en confidentialité, en neutralité. Nous sommes d'une certaine façon des soutiens
externe et que nous allons pouvoir du coup lui permettre de travailler tranquillement, à poser les choses, à identifier ses compétences, à nommer les ressources pour que la personne puisse s'en emparer ensuite. Merci beaucoup Antoinette Delaroche. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir aux propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope. On va prendre le TGV depuis Paris pour aller à Bordeaux et rejoindre Jean-Pierre Méot qui est à distance avec nous dans l'Académie de Bordeaux. Jean-Pierre Méot, je rappelle, vous êtes IEN en sciences et techniques industrielles dans le second degré dans l'Académie de Bordeaux. Vous allez illustrer justement les enjeux de santé et de bien-être qu'on a évoqués depuis le début. Vous êtes IEN, vous avez un parcours long dans le système éducatif. Quand on parle de santé et de bien-être des personnels, qu'est-ce que cela évoque pour vous au regard de votre propre expérience? Alors moi, quand j'ai regardé un petit peu, pour moi, la santé, c'est une réalité pragmatique avec un diagnostic sur des indicateurs physiques mentaux. Pour le bien-être, je suis allé voir un petit peu les définitions dans le Petit Robert. C'est une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques, l'absence de soucis. Alors moi, personnellement, le bien-être dans mon métier, c'est une dynamique personnelle qui est liée à des relations interpersonnelles et des conditions matérielles. C'est surtout la réalisation de mes projets avec l'épanouissement et la satisfaction liés. Alors pour les conditions matérielles, là ça peut être toujours un vaste débat entre le secrétaire général et les syndicats, nous-mêmes. Pour moi, mon luxe principal qui est lié à mon bien-être, c'est le temps et la gestion de ce temps. Alors, l'autre point aussi dans mon activité toujours personnelle, c'est d'avoir des espaces de confiance. On a parlé de travailler en équipe et, beaucoup auparavant. Le métier d'inspecteur, il est considéré comme assez solitaire, mais en fait, on travaille en permanence avec divers interlocuteurs. Et il faut ces espaces de confiance avec des collègues, des enseignants, des chefs d'établissement, des chefs de service. Voilà, tous les étages. Et le bien-être pour les enseignants, parce que ça a aussi un impact, l'inspecteur, pour être porteur de mal-être, de bien-être, c'est déjà d'être présent régulièrement, de les rencontrer régulièrement. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui vient de façon un petit peu irrégulière, qui explique comment ça doit marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut travailler sur le sens, la stabilité aussi de ce sens, et aussi vis-à-vis des enseignants, c'est la sécurisation dans la parole donnée. Alors moi, très personnellement, pour mon bien-être, je me remémore régulièrement le sens que j'ai donné à mon métier et pourquoi j'ai voulu être cadre. Alors ça va être un petit peu pontifiant, mais c'est servir les élèves, servir l'État, accompagner les enseignants, développer des pratiques pédagogiques auprès des enseignants pour la réussite des élèves. C'est aussi dans cette action-là. Après, il y a des éléments aussi personnels. C'est être clair dans ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas. Là, j'ai régulièrement changé de mission tout en étant UNSTI, mais régulièrement, et à chaque fois, c'est par rapport à ça aussi, ce que je veux accepter de développer. Et après, la petite remarque taquine aussi, c'est le salaire est aussi une source de bien-être. Mais ça, je laisserai développer. Alors, vous avez évoqué, quand on a préparé cette émission, l'idée de rester dans une dynamique positive, malgré la charge, la complexité, la permanence de la pensée au travail. Quels sont pour vous les leviers qui permettent de tenir dans la durée? Vous avez évoqué le sens, là vous évoquez le salaire. Est-ce qu'il y en a d'autres pour vous, mais pour vos homologues également? Alors, pour mes homologues, là, je dirais, moi j'ai accompagné des collègues, j'en ai accompagné au concours, après j'en ai accompagné dans leur mission sur les mobilités. Moi-même, j'ai eu des mobilités. Là, je suis en train d'en faire une parce que je suis en train de passer je suis en formation, je suis stagiaire actuellement, je ne suis pas à Bordeaux, je suis à Lyon, à l'inspection santé-sécurité au travail. Voilà, mais pour être dans ce poste-là dans l'Académie de Bordeaux. Alors moi, il y a des éléments d'acceptation qui sont assez importants. Déjà, il faut se rappeler que ce qui nous construit, c'est l'activité, non l'inactivité. Donc, je dirais, dans nos métiers de cadre, on a de l'activité. Donc, là, sur ce côté-là, on valide. Après, il y a une acceptation. Il faut accepter que ce soit un métier chronophage, surtout ce qui est lié à la pédagogie. Ça va utiliser notre temps et surtout notre pensée. La pédagogie, ça fait appel à une pensée créatrice. Donc, quelque part, on n'a jamais fini. Accepter d'avoir aussi des moments de découragement ou d'être confronté à l'opposition. Voilà, ça fait partie du métier, et puis je crois que c'est aussi humain, de temps en temps, d'avoir un petit coup de mou, on va dire trivialement.
Après, il y a aussi faire régulièrement des bilans, savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on veut faire. Pour les corps d'inspection, depuis quelques années, on a des bilans annuels. Alors, je dirais entre nous, quand on discute, on n'a pas été ravis au début, on a dit, tiens, encore un truc supplémentaire. Bon, mais cette logique de bilan, elle est assez importante parce qu'il faut en faire une force, en transformant un vrai bilan personnel pour se fixer de nouveaux objectifs. C'est aussi un moment aussi d'autosatisfaction, voir un petit peu les réussites. Il y a aussi un autre point, c'est d'accepter de ne jamais aller au bout des choses. Je disais, la pédagogie, c'est une pensée créatrice, mais donc on va toujours faire évoluer sur ces points-là. Donc, et c'est aussi l'idée de passer de l'efficacité à l'efficience. Quand on est enseignant, on veut que tous nos élèves réussissent. Nous, on veut aussi à l'inspection que tous les élèves réussissent. Il faut aller aussi vers une efficience pour donner un sens un petit peu global. Et c'est dans le même principe, je dirais, de la pensée systématique à la pensée systémique. Et ça, je dirais, la pensée systématique peut emmener aussi à du mal-être auprès des enseignants. Est-ce qu'il faut que tout fonctionne pour que l'élève évolue? Ou est-ce que c'est un cadre global? Mais là aussi, j'entendais monsieur à bord de Châtillon, il faut faire attention à ne pas aller aussi dans la déresponsabilisation. Tous responsables, ça veut dire qui est responsable aussi. J'ai eu ces échanges-là avec certains. Et après, pour les inspecteurs, c'est accepter le fait que nous sommes que des conseillers, mais quand même des conseillers avec une expertise dans la relation enseignant-élève. Alors vous parlez aussi de courage de la loyauté. Être cadre aujourd'hui, c'est parfois porter des réformes qu'on n'a pas écrites soi-même, dans des contextes parfois tendus. Comment on concilie la loyauté institutionnelle avec le souci de la santé de ses équipes et surtout sa propre santé? Alors, bon, déjà, c'est une petite version taquine que j'avais sur ce point-là, parce que la loyauté, elle est de fait. Alors après, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était déloyal. Courage de la loyauté, c'est accepter aussi de ne pas voir assez globalement un système. Dans la fonction d'inspecteur, notre focale, elle est pédagogique. Mais une réforme n'est pas que pédagogique. Donc, faut accepter, si on peut dire, parfois de voir qu'on ne voit pas tout. De plus, maintenant, quand on voit l'évolution, quand il y a une réforme, moi j'ai connu plusieurs réformes sur la voie professionnelle, 2008, 2018, où elle s'étale un peu. Voilà, mais là on voit maintenant, il y a quand même une évolution qui est intéressante, c'est qu'on a des phases d'ajustement. Et dans ce cas-là, moi j'appliquerai le principe suivant. Je citerai un recteur, puisqu'il est en retraite, qui parlait de la liberté dans le conseil et la loyauté dans l'action. Mais donc maintenant, on peut aussi s'exprimer sur les ajustements. Et ça, je pense que c'est un point d'évolution important, de ne pas recevoir les textes, mais savoir que derrière, on peut apporter un ajustement. Après, moi, vis-à-vis des équipes, je vais aller chercher le sens pédagogique de ces réformes et surtout les espaces de liberté. Il faut se rappeler aussi qu'on a beaucoup, on est sur des lois d'orientation, pas que des lois budgétaires, hein. C'est des lois d'orientation et moi dans les textes, je vais aller chercher si on peut dire, les passages obligatoires et les espaces de liberté. Et dans ces présentations, dans ce travail avec les équipes, faut accepter les désaccords et l'opposition, parce que l'opposition, comment dire, dans un premier temps, elle est humaine, et puis c'est la résistance au changement, mais qui est normale, hein. Moi, quand je reçois une réforme, je ne vais pas sauter de joie tout de suite, mais après, il faut la digérer. Mais après, derrière ça, c'est accepter l'opposition, parce que derrière ça, et quand on va être sur alors j'aime pas utiliser le mot terrain, mais quand on va le contextualiser au local, on voit bien que nos lois d'orientation, le sens national, c'est aussi d'aller sur une adaptation au contexte de terrain. Et toutes les évolutions dans les réformes, on voit bien qu'on va vers une volonté d'adaptation au contexte de terrain, puisque on a une orientation nationale, on a un projet académique, on a des projets d'établissement. Et c'est là-dessus, si on peut dire, qu'on va pouvoir, si on peut dire, s'adapter et faire évoluer. Jean-Pierre Méo, une Je ne sais dernière pas question. si j'étais très clair. Si, très clair, merci. Jean-Pierre Méo, une dernière question pour vous. Vous distinguez le processus que vous entendez par les tâches cadrées, les examens, les obligations. Et de l'autre côté, le projet, donc les travaux de développement, d'innovation, de coopération, notamment avec les chercheurs.
En quoi, selon vous, l'alternance entre ces deux registres a contribué aujourd'hui à préserver l'équilibre et surtout à éviter l'usure? Alors, là, je dirais que nous, le risque principal pour les cadres, c'est la surcharge cognitive dans nos fonctions. Quelque part, il faut organiser des temps de repos. Alors moi, j'ai identifié 2 temps, et bien entendu, il y en aura 3. Le premier, c'est ce que j'appelle moi le process. Je suis sur des formations industrielles. C'est un temps d'automatisation que j'ai identifié avec le temps expérience. Pour moi, c'est un petit peu un temps de repos intellectuel. Je sais où je vais, je sais que je dois faire une comparaison, avancer. C'est un cadre qui est assez précis et sécurisant. Je donnerai quelques exemples après. Le deuxième, c'est le temps de projet qui permet, là, je dirais, l'épanouissement. Où on cherche à créer, où on croise avec des collègues, on va se confronter à des réels, etc. Et là, c'est insécurisant et énergivore, mais épanouissant. Alors moi, je suis vigilant, que ce soit parfois dans la journée, hein, je ne peux pas toujours le faire, dans la semaine, dans l'année, en fait, avoir des temps sur des process qui permettent, si on peut dire, de faire son travail, d'activer, etc., et d'avancer, avec des temps qui seront dynamisants et un peu déstabilisants. Donc, je vais faire de l'organisation d'examen, pour moi, c'est du process. Je vais travailler sur des projets européens internationaux. Après, je vais faire de l'habilitation au CCF d'établissement, et je vais l'alterner avec des préparations pour l'IH2EF, par exemple. Voilà. Donc, je fais varier un petit peu ces éléments régulièrement parce que je dirais, je ne fais pas toujours appel à ma pensée créatrice si j'en ai une. Voilà. Mais je vais stabiliser comme ça et me sécuriser sur des éléments comme ça. Voilà. Et après, le troisième, du moins, toujours dans les projets aussi, il faut faire attention parce que si on est toujours sur les mêmes thématiques de projet, au bout d'un moment, ça devient un process et on perd le côté d'épanouissement. Alors je disais, bien entendu, comme j'ai dit qu'il y avait 2 temps, il y en a un troisième, il y a aussi un temps qu'on ne prend pas assez à l'inspection, et peut-être parfois, du moins sur l'ensemble des cadres, c'est celui de l'auto-formation, de la formation, qui nous permet de prendre le temps de la réflexion et du recul. Merci beaucoup Jean-Pierre Méot, vous avez donné plusieurs pistes concrètes à nos auditeurs, comme chacun de nos 4 intervenants. On a eu 4 horaires complémentaires aujourd'hui, l'institution, la recherche, l'accompagnement RH et le terrain. Je vous propose, au regard de l'heure qui tourne, de faire un dernier tour de table avec 2 questions en une pour conclure. Je vais vous demander à chacun ce qu'est votre définition du bien-être finalement au regard de cette émission. Certains y voient une notion un peu douce, voire suspecte parfois, mais comment vous le définissez pour en faire un vrai sujet professionnel et pas seulement un slogan? Donc chacun un tour de rôle. Et dans le prolongement de cette réponse sur la notion de bien-être, si vous souhaitez adresser un message aux personnes qui nous écoutent, ce sera bien sûr bienvenu. On va commencer à distance avec Emmanuel Ebord de Châtillon. Oui, moi j'ai défini le bien-être à travers mon modèle, hein. Mais globalement, il y a pour moi des choses qui sont importantes à comprendre en matière de bien-être. C'est que c'est une dimension qui est étroitement liée aux autres variables de la performance RH classique. Et que donc, finalement, le bien-être, qu'on a longtemps pensé comme étant orthogonal aux questions de performance, etc., en est au contraire une des conditions. Je pense que ce point est très important à prendre en compte quand on va parler de santé au travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas Emmanuel Ebord de Châtillon. Antoinette Delaroche, sur cette question, le bien-être pour vous c'est quoi et qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui nous écoutent? Alors le bien-être, c'est tout simplement la satisfaction et le plaisir qu'on peut avoir à partager le travail. Je vais laisser parler les personnels de direction de l'Académie de Paris et puis les personnels enseignants. Leur plus grande satisfaction, c'est quand même de voir se transformer un élève, se transformer un enseignant, une enseignante, un personnel administratif qui travaille dans l'équipe de direction. Je crois que l'idée de transformation, c'est ce qui apporte de la satisfaction. C'est parfois insécurisant, c'est parfois dangereux, mais c'est surtout euphorisant et ça permet d'aller mettre un pied devant l'autre. Et voilà ce qui est pour moi la satisfaction au travail, encore une fois, c'est de pouvoir transformer. Et je crois que l'enjeu de notre éducation et de l'éducation qu'on propose à nos élèves, c'est bien ça, c'est de se transformer et de pouvoir aller plus loin vers de plus belles réalisations. Et encore une fois, la transformation et la réalisation, ce sont des éléments qui sont très concrets, qui sont au quotidien des personnels d'encadrement ou des personnels enseignants et administratifs. Et je pense que l'accompagnement RH, c'est de le rendre visible et de le rendre
lumineux, voilà, pour que ça se voit autant pour nos élèves, pour les familles et pour les personnels. Merci beaucoup Antoinette Delaroche. Jean-Pierre Méot, pareil, un mot de conclusion. Qu'est-ce que votre définition du bien-être et que vous avez envie de partager à nos auditeurs aujourd'hui? Alors pour moi, il est très simple, hein. C'est travailler mieux ou mieux travailler. Après, si on peut dire, moi je pense que en tant que cadre, ce qu'il y a d'important, moi, dans ce que je reçois ou de ce que je transfère, c'est la clarté de l'objectif donné avec le respect et l'autonomie dans la fonction et la reconnaissance de l'expertise. Voilà, ça c'est important. C'est un vecteur de bien-être. Et après, si j'avais un élément à apporter, c'est qu'on ait de vrais bilans réguliers avec une analyse réelle de l'activité qui débouche sur des possibles. Ça, c'est primordial pour moi. Merci beaucoup Jean-Pierre Méot, le message est passé. Et puis on va terminer avec vous. Aziz Gelab, vous aurez le mot de la conclusion. Le bien-être, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs pour terminer cette émission? Le bien-être, de mon point de vue, est inséparable de la question du sens de l'activité. C'est-à-dire que les acteurs, en fait, ils s'investissent dans un travail lorsque ce travail a du sens. Et comme ça a été dit tout à l'heure, le sens n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit chemin faisant. Et la notion du bien-être, elle renvoie aussi à cette capacité qu'ont les acteurs à être force de proposition. Et on voit bien que souvent dans les organisations, en fait, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être entendu, comme le sentiment d'exercer un travail entre guillemets sans qualité, conduit finalement à cette impression d'être un peu déqualifié. Je crois que c'est aussi un enjeu. On le voit bien, par exemple, chez les enseignants qui disent finalement on a une formation d'un tel niveau et au niveau de nos activités, c'est un peu moins exigeant. Donc c'est intéressant qu'on s'intéresse et qu'on porte une attention à la qualité du travail. Or, et ça je réagis un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'un des efforts qu'on doit faire, mais c'est un peu ce que font les personnes d'encadrement, c'est d'être des passeurs aussi de sens. Des passeurs de sens. Monsieur disait à juste titre qu'il y a eu plusieurs réformes. Je connais bien aussi la voie professionnelle pour avoir vu qu'il y a des réformes qui sont très très proches. Et donc l'éducation, c'est aussi le temps long. Et parfois, ça met un peu à l'épreuve les agents qui disent finalement, voilà une réforme qui suit une autre. Et donc le temps que la réforme s'installe, eh bien, elle ne peut s'installer que si on donne du sens. Et il y aurait tant à dire, par exemple, sur un peu ce qu'on a un peu manqué lorsqu'on a voulu mettre en place, par exemple, l'école du socle, où les enjeux étaient importants, mais de mon point de vue, il aurait fallu peut-être un peu plus les expliciter. Et c'est pour cela que c'est une question d'échelle aussi, quand on parle de la qualité de vie au travail. Je prendrai une expression d'un ancien ministre qui disait finalement, un professeur heureux, c'est un élève qui réussit. Et je trouve que la formule était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'essentiel, et vous l'avez dit madame, c'est aussi la réussite de nos élèves qui renvoie aux enseignants et au personnel justement ce sens, cette valeur au travail qu'ils accomplissent. Ce sera le mot de la fin. Merci Aziz Gelab, merci à nos 4 intervenants d'avoir été avec nous. Alors on l'a entendu aujourd'hui, la santé et le bien-être des personnels ne relèvent ni de la seule responsabilité individuelle, ni d'un dispositif unique. C'est une combinaison de politiques publiques, de pratiques managériales, de collectifs de travail et de ressources personnelles qu'on a détaillées pendant l'heure qui s'est écoulée. Merci encore une fois à vous 4 pour vos éclairages. Merci à ceux qui nous regardent. Je vous rappelle que vous pouvez réagir aux propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope. Également partager cette émission en replay avec le lien YouTube ou le lien du site de l'IH2EF. Je vous donne rendez-vous pour ma part le 13 janvier prochain pour la future émission Opériscope. Ce sera la première de 2026. D'ici là, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la fin d'année. Belle soirée à tous.